Bonjour Jean-Louis Jourdan. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement durable du groupe SNCF. Non seulement de la SNCF, mais du groupe SNCF qui, d'après ce que j'ai compris, recouvre différentes entreprises. Alors peut-être déjà un mot tout simplement sur le groupe SNCF, même si en France tout le monde semble le connaître. Pouvez-vous nous dire quelque chose qui nous permette de comprendre ce groupe qui est tout à fait particulier au monde d'ailleurs? Alors, le groupe SNCF est un groupe de transport multimodal à l'échelle mondiale. Alors, sa composante ferroviaire en France est effectivement assez connue, mais elle comprend 5 branches d'activité. La première, la plus connue historiquement, est la branche voyage, déplacement de longue distance. C'est les TGV, c'est Thalys, c'est Eurostar, etc. Ce que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. La deuxième branche, la plus importante en chiffre d'affaires et en volume, c'est le transport régional et local, qu'on appelle proximité, et qui fédère aussi la filiale Keolis, qui gère une centaine de réseaux urbains dans le monde. La troisième branche... Et là, on n'est plus en France, on n'est pas que en Non, France. non, on est dans toute l'Europe, on est aux États-Unis, au Canada, en Australie, beaucoup en Europe du Nord notamment. Et là, les Français n'ont pas idée que le groupe SNCF couvre autant de choses. Mais ils le savent de plus en plus, heureusement d'ailleurs. La quatrième branche, c'est SNCF Géodis, qui est le transport de marchandises, à la fois ferroviaire, mais à la fois routier. Géodis a des filiales internationales qui s'appellent Calberson, Bourget-Montreuil. Elle fait aussi du forwarding avec l'Asie du Sud-Est. C'est pas très connu non plus d'ailleurs. Et puis la dernière branche, Gare et Connexion, qui est une branche plutôt hexagonale, qui gère les 3000 gares en France. 3000 gares qui font combien de mètres carrés? 3000 gares qui couvrent quel espace? Alors, je ne saurais pas vous le dire exactement, mais c'est quelques millions de mètres carrés, bien sûr. Alors, il y a des gares très différentes. Il y a des petites gares de campagne, et puis il y a la gare du Nord ou la gare Saint-Lazare, qui voit passer plusieurs centaines de milliers de voyageurs tous les jours. Oui. Alors, l'ensemble représente à peu près, si je l'exprime en chiffre d'affaires, à peu près 34 milliards d'euros aujourd'hui. Très bien. Donc, un gigantesque impact sur l'économie française, selon votre manière de gérer tout court votre entreprise, avec sa dimension française mais aussi internationale. Et aussi, il y a une dimension sociale manifeste et aussi écologique. Alors, 3 temporalités complètement différentes, puisque l'économique, c'est le prochain trimestre, le social, c'est les 5 prochaines années, et l'écologique, c'est, disons, un siècle, peut-être. Alors, comment vous gérez ces temporalités, et vous, en tant que directeur du développement durable, comment vous influencez la direction dans le bon sens? Alors d'abord, vous mettez le doigt sur un point très particulier effectivement du groupe SNCF. Quand on fait du transport, on ne fait pas de la production industrielle stockée. Donc les 4 millions de personnes qu'on transporte tous les jours en France, pour ne prendre que l'exemple français, ce sont des gens qui utilisent les services délivrés par la SNCF et qui attendent évidemment un fonctionnement en temps réel à peu près correct. Le moindre incident se voit et fait le journal télévisé du 20h, comme chacun peut le savoir. Donc, on est en flux, donc on a cette contrainte du temps réel, de l'immédiateté. Et puis bien sûr, comme n'importe quelle entreprise, on a des contraintes économiques et financières avec des horizons budgétaires qui sont un horizon de gestion finalement. C'est-à-dire là, c'est 3 mois, 6 mois, l'année. Mais en tant qu'investisseur de long terme, puisqu'un train, ça dure 35 à 40 ans, une gare, une soixantaine d'années, une ligne ferroviaire à peu près un siècle, il est clair que nous avons à nous projeter dans le futur. Et de ce point de vue-là, l'interpellation du long terme est aussi une réalité dans l'entreprise. Alors c'est là que le développement durable prend toute sa place, parce qu'il s'agit aussi non pas de deviner, mais d'anticiper un certain nombre de réalités futures. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la ressource naturelle, la pression environnementale. Et nous sommes obligés d'injecter dans les processus de décision de moyen et de long terme des dimensions qui ne figuraient pas jusqu'à présent. Donc c'est tout notre sujet, finalement, que de procéder à cette révision des outils de la gouvernance de moyen et de long terme, de manière à ce que le top management, entre guillemets, se préoccupe effectivement de la durabilité de l'entreprise. Et en même temps, la dimension sociale et sociétale, c'est-à-dire les impacts sur les multiples parties prenantes qui sont les nôtres,
font partie aussi des exigences croissantes. Que nos interlocuteurs ne sont pas que les actionnaires, c'est-à-dire l'État sous toutes ses formes, ou les clients citoyens, mais sont extrêmement nombreux. Ce sont les riverains, les ONG, les politiques, les collectivités locales, les élus. Tous ont un mot à dire sur la mobilité parce que la mobilité conditionne la façon de vivre et quelque part les citoyens interpellent aussi toutes ces parties prenantes sur la façon dont ils vivent la mobilité. Alors on a d'ailleurs travaillé ensemble sur la mobilité du futur. C'était un sujet qui vous intéressait énormément et qui vous intéresse toujours. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sans révéler les secrets de votre stratégie planétaire? Mais en tout cas, je suis sûr que vous avez quelques éléments à communiquer avec tout à chacun sur ce sujet qui est absolument passionnant parce que, effectivement, la mobilité, c'est le grand sujet qui va structurer le futur de la planète. Nous nous déplaçons de plus en plus, nous sommes des animaux passionnés de mobilité. Les autres animaux, les autres espèces animales sont en général liées à des niches très particulières, ce qui fait d'ailleurs que beaucoup d'espèces sont mises en danger par le réchauffement climatique. Nous nous sommes répandus sur l'ensemble de la planète, nous nous sommes adaptés au pôle Nord comme au pôle Sud, comme à l'équateur. Dès que nous avons des moyens, nous prenons un jet, un avion pour aller voir le bout du monde. Et aussi les marchandises. Alors comment on résout l'équation mobilité-énergie dans le futur? Alors je vais vous faire une réponse peut-être paradoxale. D'abord, effectivement, il y a une association forte dans l'esprit des gens et dans l'histoire entre mobilité et modernité. Ouais. La question, c'est que la tension énergétique probable dans le futur risque de réinterpeller finalement cette façon de vivre. Est-ce que nous sommes condamnés à une mobilité toujours croissante et infinie parce que nous sommes des hommes, ou est-ce qu'il va falloir réguler nos façons de vivre parce qu'on n'aurait plus les moyens énergétiques de cette croissance de mobilité? À cet effet, nous essayons effectivement de développer stratégiquement plusieurs choses. Premièrement, promouvoir une mobilité la plus sobre possible énergétiquement et la plus décarbonée possible du point de vue climatique. Ça, c'est le premier sujet, qui lui-même entraîne des choix d'innovation, des choix de recherche, de manière à minimiser finalement ce que l'on va consommer. Et puis le deuxième sujet un peu stratégique, c'est qu'on s'est évidemment aperçu que les gens ne voyagent pas de gare en gare, que ce soit pour les biens ou pour les personnes d'ailleurs. Et donc se pose la question des derniers kilomètres, c'est-à-dire le bout en bout. Ça interpelle l'intégration des mobilités. Donc c'est un vrai choix stratégique que de faire demain train plus quelque chose ou le plus quelque chose. Et de ce point de vue-là, nous incorporons dans nos stratégies les nouvelles formes de mobilité, ce qu'on appelle les mobilités partagées, qui en sont à leur début industriel, que ce soit le covoiturage, l'autopartage, les navettes en tout genre, les microbus à haut niveau de service, etc. Ça fait partie de choix aujourd'hui. Et nous essayons de ne pas oublier en même temps une partie de la population. Autant les métropoles, je dirais, ont la palette de solutions à disposition, les transports urbains classiques, autant les territoires diffus qui vont continuer à représenter, même dans 30 ans, une part importante de la population, 18 millions en France prévus en 2030, il faut leur inventer des solutions nouvelles de mobilité pour éviter des relégations territoriales et des risques sociaux majeurs. Ça montre aussi qu'il y a à la fois une appréhension technique des sujets, mais aussi une appréhension sociale et sociétale, parce que le transport a beaucoup à voir avec l'aménagement du territoire. Une des difficultés qu'on a aujourd'hui, notamment en Île-de-France, où on assiste à la congestion des systèmes de transport, c'est qu'on a découplé la réflexion sur la mobilité et la réflexion sur l'urbanisme. Et on demande souvent aux transporteurs de réconcilier les lieux de vie, les lieux d'habitat, les lieux de consommation et les lieux de travail, et de faire parfois des synthèses impossibles. Donc c'est ces réflexions-là que nous menons pour essayer de contourner ce genre de difficultés et de faire émerger d'autres mobilités. Et le dernier point auquel je ne résiste pas, oui, c'est est-ce qu'on est aussi en mesure, grâce aux technologies de l'information, web service, d'inventer les démobilités de demain, c'est-à-dire les mobilités virtuelles. C'est toute la problématique des télécentres, de la téléprésence, du télétravail, qui peut faire l'économie de kilomètres inutiles pour les gens, tout en sauvegardant finalement une productivité du travail correcte. Alors, toutes ces réflexions sont très importantes parce que
vous êtes historiquement un des opérateurs de mobilité les plus importants au monde. Mais ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que certains autres opérateurs apparaissent, et notamment la Chine. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez nous brosser historiquement les grands opérateurs de mobilité comme vous, leur histoire, la place très particulière de la SNCF dans le monde, et aussi les challenges que crée par exemple la Chine? Alors effectivement, quand on évoque la Chine, ça veut dire deux choses. Ça veut dire une démographie extrêmement puissante, évidemment, c'est 20 fois à peu près la population française, mais c'est surtout une métropolisation galopante, c'est-à-dire des villes de 10, 15, 20 millions d'habitants qui évidemment exigent, sous risque environnemental majeur, d'avoir des transports collectifs les plus propres possibles. Donc ça, pour la filiale Keolis qui gère pour nous les transports urbains, ce sont à la fois des opportunités évidentes, parce que le savoir-faire sur les métros, sur les tramways, sur les bus urbains, sur le transport collectif et sur l'intégration des transports, ce qui est la couche logicielle au-dessus. On m'a dit d'ailleurs, pour montrer à la personne qui ne connaît pas bien ce domaine, on m'a dit que le système du métro parisien, par exemple, c'est un des systèmes les plus complexes au monde qui existent. C'est extrêmement complexe parce que ce sont des systèmes maillés, ce sont des écosystèmes en fait, qui marient de manière extrêmement étroite l'infrastructure, le matériel roulant, des stations, des systèmes d'information, de la signalisation, etc. Et tout ça doit fonctionner en temps réel avec une supervision extrêmement sophistiquée. Donc ça, c'est un savoir-faire français, reconnu d'ailleurs. Keolis, que j'évoquais à l'instant, vient de remporter les marchés d'Hyderabad en Inde, qui est une très très grande métropole, et nous construiserons, si j'ose dire, à très grande vitesse, des lignes de tramway et des lignes de métro dans les grandes métropoles d'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est un savoir-faire reconnu, tant mieux. Et à l'évidence, la métropolisation de l'Asie du Sud-Est ou de l'Amérique du Sud fait qu'il y a là des opportunités de marché. Alors la SNCF, comme son cousin germain, la DB, qui sont les deux premiers groupes de transport au monde, évidemment se place pour essayer d'exporter leur savoir-faire. Alors, en plus, il faut savoir que les pouvoirs publics ont initié une réflexion qui s'appelle Vivapolis, qui est une façon aussi d'agréger des savoir-faire d'entreprises de réseau en France pour les vendre en tant que tels. C'est-à-dire on peut vendre non seulement, entre guillemets, des solutions de transport, mais des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, des smart grids, etc. Le tout formant un ensemble cohérent. Et c'est de ça dont auront de plus en plus besoin les métropoles millionnaires de demain. Merci beaucoup de cette interview absolument passionnante sur le futur des villes, de la mobilité, de l'énergie. Et merci beaucoup de cet éclairage très très intéressant que vous nous apportez à travers votre expérience à la SNCF. Une petite question qui me traverse l'esprit à la fin. Quelle est la stratégie de la SNCF face à ces enjeux? Quelle est la stratégie pour le futur, je veux dire? Alors d'abord, c'est une stratégie de forte internationalisation, vous l'avez compris à travers l'émergence des marchés à l'étranger, en Orient ou en Amérique du Sud, ou en Amérique, pas seulement en Amérique du Sud d'ailleurs, d'une part. D'autre part, c'est une stratégie partenariale. Ça aussi, c'est une dimension nouvelle d'ailleurs du développement durable. Pendant longtemps, nous étions dans des logiques de donneurs d'ordre, prestataires, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre. Et on s'aperçoit que progressivement, il faut travailler de manière collaborative avec des partenaires industriels, parfois avec des partenaires de recherche, pour arriver à faire émerger des solutions en rupture. Donc ça aussi, c'est un apprentissage nouveau que l'on peut avoir avec les constructeurs ferroviaires, avec des filiales qui construisent des gares, et qui en construisent beaucoup en Europe et en Asie du Sud-Est aujourd'hui. Ça, c'est un élément extrêmement intéressant de dynamique globale du groupe. Oui, un changement complet, puisque au fond, vous étiez l'opérateur français, et vous êtes en train de devenir un opérateur international, et vous aviez, du fait de votre position à part en France, tout de même l'habitude de travailler entre vous. Et là, vous rassemblez de plus en plus de partenaires, y compris votre concurrent historique peut-être, pour aller conquérir le monde. Tout à fait, je peux vous citer des exemples très simples. Nous travaillons avec Alstom sur 6 projets de recherche sur l'efficacité énergétique dans les matériels du futur.
Nous travaillons avec Bouygues sur la conception des pôles d'échange multimodaux du futur dans des logiques d'efficience énergétique. Avec d'autres industriels également, nous cherchons effectivement à faire des progrès partagés qui profitent d'une certaine manière à l'écosystème industriel français. Vous savez comme moi que c'est nettement à l'ordre du jour du monde politique aujourd'hui. La coopération, la collaboration, c'est une idée clé qu'on a développée ce matin. Et d'ailleurs, il y a un petit atelier en train de continuer à travailler la recherche dans ce sens-là. Donc merci beaucoup et bonne journée. Et à tout à l'heure pour la table ronde. Merci à vous.